Imaginez-vous en train de creuser dans la neige, avec vos mains nues, sentir le froid mordant transpercer vos gants en cuir épais, tandis que vos compagnons gémissent autour de vous. La mort rôde dans ce blizzard nordique, et vous venez de comprendre que pour survivre, vous devrez franchir une ligne que votre civilisation considère comme impensable. Comment les Vikings, ces guerriers légendaires du Nord, survivaient-ils à des froids si intenses qu'ils pouvaient tuer un homme en quelques minutes? La réponse vous glacera le sang, mais elle explique pourquoi ils ont dominé les mers glacées pendant des siècles. Cette technique ancestrale, transmise de père en fils dans le plus grand secret, défie tout ce que nous croyons savoir sur la survie en milieu extrême. Le vent hurlait comme une créature enragée à travers les fjords norvégiens, emportant avec lui des cristaux de glace qui fouettaient le visage d'Éric Dubourg avec la violence d'autant de petites lames. Ces 25 ans ne l'avaient pas préparé à affronter une tempête d'une telle férocité. Chaque respiration brûlait ses poumons, et il sentait déjà ses doigts s'engourdir malgré ses gants fourrés. Leur mission de reconnaissance vers les terres inconnues du Nord avait mal tourné. Ce qui devait être une expédition de 3 jours s'était transformé en cauchemar quand les nuages noirs s'étaient amassés au-dessus d'eux comme les ailes d'un corbeau géant. Bjorn Lacroix, le vétéran aux cheveux grisonnants, avait bien tenté de les avertir. Ses 45 années d'expérience lui avaient appris à lire les signes du ciel mieux que les runes gravées sur les pierres sacrées. La neige tombait, si dru maintenant qu'Éric ne distinguait plus Magnus Fontaine, le chef de leur groupe, pourtant à peine à 3 pas devant lui. Les traces de leurs pas disparaissaient en quelques secondes, effacées par cette fureur blanche qui semblait vouloir les engloutir tous. Leurs provisions s'amenuisaient dangereusement. Le peu de viande séchée qu'ils transportaient ne suffirait pas à maintenir la chaleur de leur corps dans ce froid polaire. Éric sentait déjà la faiblesse s'installer dans ses membres. Ses jambes tremblaient, non pas de peur, mais de cette fatigue particulière qui précède l'hypothermie mortelle. Olaf Mercier, son compagnon d'armes depuis l'enfance, titubait derrière eux. À 22 ans, le jeune homme avait toujours été le plus robuste de leur village, capable de porter 2 moutons sur ses épaules sans sourciller. Mais le froid arctique ne respectait ni la force ni la jeunesse. Éric l'entendait murmurer des prières à tort, sa voix à peine audible dans le rugissement constant du blizzard. Le paysage autour d'eux avait perdu toute forme reconnaissable. Les arbres n'étaient plus que des fantômes blancs, pliés sous le poids de la neige accumulée. Même les rochers familiers avaient un peu disparu sous un manteau uniforme qui transformait leur monde en un labyrinthe mortel. Leur boussole tournoyait follement, perturbée par quelque mystérieux magnétisme de ces terres du bout du monde. Magnus Fontaine s'arrêta brusquement, levant son poing ganté pour signaler une halte. Sa barbe rousse était maintenant totalement blanche, figée par le gel qui transformait chaque expiration en cristaux de glace. Ses yeux verts, d'ordinaire perçants comme ceux d'un aigle, semblaient voilés par l'épuisement. « Nous devons trouver un abri, » cria-t-il, pour couvrir le hurlement du vent. « Sinon nous serons tous morts avant l'aube. » Bjorn Lacroix s'approcha de leur chef, ses bottes s'enfonçant profondément dans la neige fraîche. L'ancien guerrier portait sur son visage buriné les cicatrices de dizaines de batailles, mais aussi cette expression particulière de celui qui a déjà frôlé la mort de près. Il observa le ciel avec attention, plissant les yeux pour percer le rideau de flocons. Cette tempête ne faiblira pas avant plusieurs heures, peut-être plusieurs jours, murmura-t-il assez fort pour être entendu par ses compagnons, et nous n'avons plus assez de bois sec pour maintenir un feu suffisant. Éric sentit son estomac se contracter. Il avait grandi en entendant les récits des anciens sur les hivers meurtriers, ces saisons maudites, où des villages entiers
disparaissaient sous la neige, leurs habitants retrouvés au printemps, figés dans leurs derniers gestes. Mais entendre ces histoires au coin du feu était une chose, vivre cette réalité en était une autre. Le jeune viking observa ses compagnons. Olaf claquait maintenant des dents, de manière incontrôlable, ses lèvres prenant cette teinte bleuâtre qui annonçait les premiers stades de l'hypothermie. Magnus lui-même semblait lutter pour garder les yeux ouverts, ses paupières alourdies par une fatigue qui dépassait la simple lassitude physique. Björn fouillait dans son sac de voyage, ses mains tremblantes, cherchant quelque chose au fond de ses affaires. Il en sortit finalement un petit objet enveloppé dans un tissu épais qu'il serra contre sa poitrine comme un trésor inestimable. « Il y a quelque chose que mon grand-père m'a enseigné, dit-il d'une voix grave, une technique que nos ancêtres utilisaient quand la mort semblait inévitable. Mais c'est quelque chose que vous n'oublierez jamais, quelque chose qui changera à tout jamais votre vision de ce qu'un homme peut faire pour survivre. » Eric échangea un regard avec Olaf. Dans les yeux de son ami, il lut la même question silencieuse. De quoi parlait le vieux Björn? Quelle était cette méthode mystérieuse qui permettait de défier la mort blanche? Leur respiration formait maintenant des nuages de vapeur qui se cristallisaient instantanément sur leurs barbes et leurs capuches. La température continuait de chuter et Eric pouvait presque sentir la vie s'échapper lentement de son corps. Ses orteils étaient devenus complètement insensibles dans ses bottes et une douleur lancinante remontait le long de ses jambes. Magnus hocha la tête vers Björn, ses yeux exprimant cette résignation terrible de celui qui comprend que les méthodes conventionnelles ne suffiront plus. Leur survie dépendait maintenant de secrets ancestraux que peu d'hommes avaient eu le courage ou la nécessité d'employer. « Fais ce qu'il faut, Björn, dit-il simplement. Nous t'écoutons. » Le vent redoubla de violence, comme si les dieux eux-mêmes voulaient étouffer les paroles qui allaient en suivre. Björn leva les yeux vers le ciel plombé, puis regarda chacun de ses compagnons dans les yeux. Son expression était grave, presque solennelle, comme celle d'un prêtre s'apprêtant à révéler un sacrement interdit. « Ce que je vais vous dire ne doit jamais sortir de notre groupe, murmura-t-il. C'est un secret qui se transmet de génération en génération, seulement dans les moments où la survie l'exige absolument. » Eric sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid parcourir son échine. Il y avait dans la voix de Björn quelque chose de différent, une gravité qu'il n'avait jamais entendue auparavant, même dans leur pire bataille. Le jeune homme comprit instinctivement qu'il s'apprêtait à franchir une frontière, à pénétrer dans un territoire où les règles habituelles de l'existence ne s'appliquaient plus. Le blizzard continua de faire rage autour d'eux, indifférent à leurs angoisses humaines. Dans cette blancheur aveuglante, 4 hommes s'apprêtaient à découvrir jusqu'où l'instinct de survie pouvait les mener et quel prix ils étaient prêts à payer pour voir un nouveau lever de soleil. Björn déroula lentement le tissu qu'il tenait serré contre sa poitrine, révélant un couteau aux manches sculptées dans l'os de baleine. La lame, forgée dans l'acier le plus fin, brillait d'un éclat métallique malgré la pénombre de la tempête. Eric n'avait jamais vu cette arme auparavant, bien qu'il connût Björn depuis son enfance. Mon arrière-grand-père a survécu au grand hiver, celui qui a duré 3 années complètes, commença Björn, en caressant le manche de son couteau. Quand les réserves de nourriture s'épuisent et que le froid devient si intense qu'il traverse les fourrures les plus épaisses, nos ancêtres avaient découvert une source de chaleur que la nature elle-même leur offrait. Magnus fronça les sourcils, essayant de comprendre où voulait en venir le vieil homme. Autour d'eux, la tempête continuait son œuvre destructrice, ensevelissant leurs traces et effaçant toute possibilité de retour vers leur campement de base. Ils étaient désormais complètement isolés dans cette étendue blanche et mortelle.
Olaf s'effondra soudain sur un genou, son visage devenu livide. Eric se précipita vers son ami d'enfance et constata avec horreur que ses lèvres avaient pris une teinte violacée inquiétante. Le jeune homme respirait par saccades courtes et douloureuses, ses yeux se révulsant par moments. Les symptômes de l'hypothermie s'aggravaient rapidement. Il n'a plus beaucoup de temps, constata Magnus d'une voix blanche. Dis-nous ce qu'il faut faire, Bjorn. Maintenant, le vétéran regarda Olaf avec une expression mélange de compassion et de détermination implacable. Il avait déjà vu des hommes mourir de froid, et il reconnaissait les signes avant-coureurs de cette mort lente et inexorable. Dans de telles circonstances, la sentimentalité devenait un luxe qu'aucun survivant ne pouvait se permettre. Nous devons creuser une fosse dans la neige, ordonna-t-il en désignant un endroit relativement abrité près d'un amas rocheux, assez profonde pour nous contenir tous les quatre, mais pas trop large. Eric et Magnus échangèrent un regard perplexe, mais ils obéirent sans discuter. Ils se mirent à creuser frénétiquement avec leurs mains et leurs couteaux, évacuant la neige qui se reformait aussitôt sous l'action du vent. Leurs gestes devenaient maladroits à mesure que l'engourdissement gagnait leurs doigts, mais l'urgence leur donnait des forces qu'ils ne se connaissaient pas. Pendant ce temps, Bjorn observait attentivement Olaf, dont l'état continuait à se détériorer. Le jeune homme délirait maintenant, murmurant des mots incohérents sur sa famille restée au village. Ses tremblements s'étaient étrangement calmés, ce qui constituait paradoxalement un signe alarmant. Eric avait entendu les guérisseurs expliquer que lorsque les frissons cessaient, c'était que le corps abandonnait la lutte. La fosse terminée, les 4 hommes s'y blottirent, tant bien que mal. Leurs corps serrés les uns contre les autres offraient un peu de répit face au vent glacial. Mais Eric sentait que ce n'était pas suffisant. La chaleur de leur respiration formait un petit cocon de vapeur au-dessus d'eux, mais elle se dissipait rapidement dans l'air arctique. Maintenant, nous devons partager nos chaleurs corporelles de la manière la plus efficace possible, expliqua Bjorn en commençant à retirer sa tunique extérieure. Nos vêtements mouillés par la neige nous refroidissent plus qu'ils ne nous protègent. Eric comprit immédiatement l'implication de ces paroles. Il avait entendu parler de cette technique lors des veillées d'hiver, quand les anciens racontaient leurs histoires les plus sombres. Mais entendre parler d'une chose et devoir l'appliquer dans la réalité étaient 2 expériences radicalement différentes. Magnus était déjà en train de se déshabiller méthodiquement, ses gestes précis trahissant qu'il avait déjà eu recours à cette méthode par le passé. Ses mains expertes pliaient chaque vêtement avec soin, créant une couche isolante autour de leur abri de fortune. Cette technique avait un nom dans l'ancienne langue. Il l'appelait « partager le souffle de vie », continua Bjorn, en aidant Olaf, semi-conscient, à retirer ses fourrures trempées. Quand la mort rôde, la pudeur devient un concept aussi inutile qu'une armure de papier. Eric hésita un instant, ses joues rougissant malgré le froid. Toute sa vie, on lui avait enseigné certaines barrières, certaines limites qu'un homme ne devait pas franchir. Mais en regardant le visage bleuissant d'Olaf, il comprit que ces règles appartenaient à un monde où la survie n'était pas en jeu à chaque minute. Le jeune viking commença à retirer ses vêtements, ses doigts gourds peinant sur les lacets gelés de sa tunique. La morsure du froid sur sa peau nue fut si brutale qu'il faillit crier, mais il serra les dents et continua. Magnus l'aida à s'envelopper dans les fourrures sèches qu'ils avaient préservées au cœur de leur pactage. Nous devons nous serrer le plus possible, expliqua Bjorn, avec le pragmatisme d'un homme habitué à prendre des décisions difficiles.
peau contre peau, pour que nos corps partagent leur chaleur. C'est la seule façon de maintenir notre température interne assez élevée pour survivre jusqu'à la fin de la tempête. Eric se retrouva pressé contre le torse puissant de Magnus, sentant les battements réguliers du cœur de son chef contre sa propre poitrine. De l'autre côté, Olaf gémissait faiblement. Son corps se secouait par des spasmes incontrôlables. Bjorn l'enveloppait de ses bras robustes, partageant avec lui la chaleur de ses années d'expérience face aux éléments. Au début, l'inconfort mental était presque insupportable pour Eric. Tout son être se rebellait contre cette proximité forcée, contre cet abandon de l'intimité personnelle. Mais progressivement, alors que la chaleur commençait timidement à revenir dans ses membres, il comprit la sagesse terrible de cette méthode ancestrale. Leurs respirations se synchronisèrent peu à peu, créant un rythme commun qui optimisait la circulation de l'air chaud dans leur abri improvisé. Eric sentit ses orteils retrouver quelques sensations, et la douleur atroce du réchauffement lui arracha des gémissements qu'il tenta d'étouffer. « Laisse sortir la douleur », lui conseilla Magnus. « C'est bon signe. Cela signifie que ton sang recommence à circuler normalement. » Bjorn ajustait continuellement leur position, veillant à ce qu'aucune partie de leur corps ne reste exposée au froid mortel. Ces gestes étaient ceux d'un homme qui avait déjà vécu cette épreuve, qui connaissait chaque subtilité de cette technique de survie extrême. Il surveillait attentivement la respiration d'Olaf, guettant les signes d'amélioration ou de détérioration. Nos ancêtres appelaient cela « devenir un seul corps face à la mort », murmura le vétéran. Quand la nature veut nous tuer, nous devons abandonner tout ce qui nous divise et ne faire plus qu'un organisme de survie. Eric ferma les yeux et se concentra sur la chaleur qui renaissait lentement dans son corps. Il sentait le pouls de Magnus contre sa cage thoracique, entendait la respiration laborieuse d'Olaf qui semblait se stabiliser, percevait la présence rassurante de Bjorn qui veillait sur eux tous. Dans cette intimité forcée par la nécessité, quelque chose de profond se transformait dans sa compréhension de ce que signifiait véritablement survivre. Le vent continuait de hurler au-dessus de leur refuge, mais sa violence semblait moins menaçante maintenant. Recroquevillés dans leur abri de fortune, 4 Vikings apprenaient que parfois, pour préserver la vie, il fallait accepter de franchir des limites que la civilisation avait érigées. Leurs corps, entremêlés, formaient une île de chaleur dans cet océan de froid mortel, témoignage de cette sagesse primitive que leurs ancêtres avaient payée de leur sang. Dans cette lutte contre les éléments, Eric découvrait que la survie ne concernait pas seulement la préservation du corps, mais aussi la capacité à transcender ses propres inhibitions quand la mort venait frapper à la porte. Les heures s'écoulaient avec une lenteur insoutenable dans leur refuge de fortune. Eric avait perdu toute notion du temps, incapable de distinguer le jour de la nuit dans cette obscurité blanche qui les enveloppait. Seuls les battements de son cœur et ceux de ses compagnons lui permettaient de mesurer l'écoulement des minutes qui les séparaient peut-être encore de la mort. Olaf reprenait lentement connaissance, ses gémissements faibles remplacés par une respiration plus régulière. Le jeune homme ouvrit péniblement les yeux, d'abord désorienté par cette proximité inhabituelle avec ses compagnons d'armes. Eric vit passer dans son regard cette même gêne qu'il avait lui-même ressentie, mais aussi cette compréhension progressive de la nécessité absolue de leur situation. « Où sommes-nous » murmura Olaf d'une voix rauque. « En vie » répondit simplement Magnus. « C'est tout ce qui compte, pour l'instant. » Bjorn ajusta leur couverture de fourrure, veillant à ce qu'aucune parcelle de peau
ne reste exposé au froid mordant. Ses gestes étaient devenus automatiques, guidés par une expérience que peu d'hommes avaient eu l'occasion d'acquérir. Le vétéran avait survécu à tant d'hivers meurtriers qu'il connaissait chaque nuance de la lutte contre le froid arctique. Mon grand-père me racontait qu'il avait passé 5 jours ainsi avec 3 autres guerriers dans une tempête encore plus violente que celle-ci, murmura Björn. Quand ils sont ressortis, ils n'étaient plus les mêmes hommes. Pas seulement physiquement, mais dans leur âme. Ils avaient découvert quelque chose sur la nature humaine que peu de gens comprennent vraiment. Eric écoutait attentivement ces paroles, sentant qu'elles contenaient une vérité plus profonde que la simple technique de survie. Autour de lui, il percevait les battements de cœur de ses compagnons, leur respiration synchronisée, cette intimité forcée qui créait entre eux des liens que les conventions sociales habituelles ne permettèrent jamais. Le froid continuait son œuvre sournoise, malgré leur protection commune. Eric sentait par moments des frissons incontrôlables parcourir son corps, témoin de la lutte constante que menait son organisme contre l'hypothermie. Mais ces épisodes devenaient moins fréquents, moins violents, preuve que leur technique fonctionnait véritablement. Magnus rompit le silence de sa voix grave. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur cette méthode. Elle ne sauve pas seulement des vies. Elle révèle qui nous sommes vraiment quand tout le superflu est arraché. Le chef du groupe observait chacun de ces hommes avec attention. Dans ses yeux verts, Eric lisait une gravité nouvelle, comme si cette épreuve partagée avait ouvert des perspectives qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. La survie en groupe créait des liens d'une nature différente, plus primitive et plus authentique que se forger dans le confort de la civilisation. Leurs estomacs criaient famine, mais la faim devenait secondaire face à l'impératif de maintenir leur température corporelle. Björn avait expliqué que manger dans de telles conditions pouvait être contre-productif, car la digestion détournerait l'énergie vitale nécessaire au réchauffement de leurs organes essentiels. Eric repensait aux récits qu'il avait entendus dans sa jeunesse, ces histoires d'expéditions perdues dans les terres glacées du Grand Nord. Il comprenait maintenant pourquoi ces récits étaient toujours racontés à voix basse, avec cette solennité particulière réservée aux secrets les plus intimes. Ce n'était pas seulement de la survie physique dont il était question, mais d'une transformation profonde de l'individu. Le vent extérieur semblait faiblir progressivement, ses hurlements devenant moins constants, moins furieux. Björn tendait l'oreille attentivement, son expérience lui permettant de déceler les subtilités météorologiques que ses compagnons plus jeunes ne percevèrent pas encore. La tempête commence à se calmer, annonça-t-il avec prudence. Mais nous ne devons pas nous précipiter. Sortir trop tôt pourrait nous être fatal. Olaf tentait de bouger ses doigts, grimaçant de douleur, alors que la circulation sanguine reprenait lentement dans ses extrémités. Son visage avait retrouvé des couleurs plus normales, même si ses lèvres gardaient encore une teinte bleutée inquiétante. Le jeune homme regardait ses compagnons avec une reconnaissance muette, comprenant qu'il leur devait la vie. « Comment font les autres peuples, ceux qui vivent dans des climats plus chauds ?» murmura Eric. « Comment survivent-ils à leurs propres épreuves, sans ces techniques que nos ancêtres nous ont léguées ? Chaque peuple développe ses propres méthodes face à l'adversité, » répondit Magnus. « Certains affrontent la soif dans des déserts sans fin, d'autres survivent aux fièvres mortelles des tropiques. Mais tous, à un moment donné, doivent faire des choix que leur confort habituel ne leur permettrait jamais d'envisager. » Cette philosophie de la survie résonnait profondément en Eric. Il réalisait que cette nuit dans la neige ne constituait pas simplement un épisode difficile de leur expédition, mais une véritable initiation
à une compréhension plus profonde de l'existence humaine. Sous la pression extrême, leurs personnalités individuelles s'étaient temporairement effacées au profit d'un instinct collectif de préservation. Bjorn vérifiait régulièrement l'état de chacun d'eux, tâtant leur pouls, observant la couleur de leur peau, s'assurant que personne ne sombrait dans cette léthargie dangereuse qui précède souvent la mort par le froid. Ses gestes étaient ceux d'un homme qui avait appris à ses dépens que la vigilance ne devait jamais se relâcher, même quand la situation semblait s'améliorer. Nos corps partagent maintenant plus que de la chaleur, constata le vétéran. Nos rythmes cardiaques se sont synchronisés. Nos respirations suivent le même tempo. C'est ce que nos ancêtres appelaient devenir un seul guerrier face à la mort. Eric fermait les yeux et se concentrait sur cette harmonie physiologique qui s'était établie entre eux. Il percevait effectivement cette synchronisation dont parlait Bjorn, cette adaptation instinctive qui optimisait leurs chances de survie commune. Leur corps avait trouvé d'eux-mêmes le rythme optimal pour préserver leur énergie vitale. La nuit avançait, apportant avec elle un froid encore plus intense, mais aussi l'espoir que l'aube mettrait fin à cette tempête meurtrière. Dans leur abri précaire, 4 hommes découvraient que la survie exigeait parfois d'abandonner les conventions sociales pour retrouver les instincts les plus primitifs et les plus efficaces de l'humanité. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient dans un ciel qui commençait lentement à se dégager, présage d'une journée nouvelle qui leur permettrait peut-être de regagner leur campement. Mais ils savaient tous qu'ils ne seraient plus jamais exactement les mêmes hommes qu'avant cette nuit, où ils avaient dû choisir entre la pudeur et la vie. Dans le silence relatif qui succédait au hurlement du vent, leur respiration mêlée créait un nuage de vapeur qui témoignait de leur victoire commune contre les éléments. Cette technique ancestrale, transmise de génération en génération, dans le secret des familles vikings, venait une fois de plus de prouver son efficacité face à l'impitoyable réalité de l'Arctique nordique. L'aube se levait enfin sur la toundra norvégienne, teignant la neige d'une lumière dorée qui contrastait cruellement avec l'enfer blanc qu'ils avaient traversé. Eric ouvrit les yeux et constata que le silence avait remplacé les hurlements de la tempête. Un silence si profond qu'il en était presque inquiétant, après des heures d'exposition au rugissement constant du blizzard. Bjorn fut le premier à bouger, ses vieux réflexes de survivant lui dictant de vérifier l'état de chacun avant de considérer que le danger était passé. Il tâta le pouls d'Olaf, observa la respiration régulière de Magnus, puis sourit faiblement en constatant qu'Eric gardait les yeux grands ouverts, alerte malgré l'épuisement. « Nous avons survécu », murmura le vétéran avec une satisfaction teintée de surprise. Encore une victoire arrachée aux griffes de l'hiver. Progressivement, ils commencèrent à se séparer. Leurs corps engourdis protestent contre chaque mouvement. Eric ressentit immédiatement la morsure du froid sur sa peau nue, lui rappelant brutalement pourquoi ils avaient dû recourir à cette méthode extrême. Ses muscles étaient raides, comme du bois gelé, mais il était vivant, et c'était tout ce qui importait. Olaf tentait de se redresser, ses joues encore pâles, mais ses yeux retrouvant progressivement leur éclat habituel. Le jeune homme regarda ses compagnons avec une expression mélange de gratitude et de gêne, comprenant pleinement ce qu'ils avaient fait pour le sauver de l'hypothermie mortelle. « Je vous dois la vie », dit-il simplement. Sa voix encore rauque, mais ferme. Magnus l'aida à enfiler ses vêtements secs, ses gestes empreints de cette solidarité particulière qui naît dans les épreuves partagées. Le chef du groupe observait le paysage autour d'eux, évaluant leurs chances de retrouver le chemin vers leur campement de base, maintenant que la tempête s'était calmée. Cette nuit nous a tous changés,
déclara-t-il en ajustant sa tunique de fourrure. Nous avons découvert que la survie exige parfois de transcender nos propres limites, nos propres préjugés. Eric acquiesça en silence, sentant la vérité profonde de ces paroles résonner dans tout son être. Cette expérience avait effectivement modifié quelque chose d'essentiel en lui. Il comprenait maintenant pourquoi les anciens parlaient de certaines épreuves comme de véritables initiations, des passages obligés vers une maturité que les conditions normales de l'existence ne permettent jamais d'atteindre. Björn rangeait soigneusement son couteau ancestral dans son étui, ce même couteau qui avait appartenu à son arrière-grand-père et qui avait déjà servi dans d'autres situations désespérées. L'arme portait en elle l'histoire de générations de survivants, témoins silencieux de cette sagesse primitive transmise de père en fils. Cette technique ne doit pas être prise à la légère, expliqua-t-il en regardant chacun de ses compagnons dans les yeux. Elle ne s'emploie que quand la mort est certaine autrement. C'est un secret que nos ancêtres nous ont légué. Mais c'est aussi une responsabilité. Eric comprenait parfaitement cette mise en garde. Ce qu'ils avaient vécu cette nuit dépassait largement le simple aspect technique de la survie. Il s'agissait d'une connaissance qui touchait au fondement même de la nature humaine, à cette capacité d'adaptation extrême qui sommeille en chaque être, jusqu'à ce que les circonstances l'exigent absolument. Ils commencèrent à rassembler leurs affaires, leurs gestes, encore maladroits à cause du froid, persistent, mais animés par cette énergie particulière de ceux qui ont frôlé la mort et en sont revenus. Le soleil montait lentement dans le ciel dégagé, promettant une journée claire qui faciliterait leur retour vers la civilisation. Magnus sortit sa boussole et tenta de s'orienter dans ce paysage transformé par la tempête. Les repères familiers avaient disparu sous des amoncellements de neige, créant une topographie entièrement nouvelle qu'il fallait apprendre à déchiffrer. Mais le chef expérimenté finit par identifier une crête rocheuse au loin qui lui permit de déterminer leur position approximative. « Nous devons marcher vers l'est », annonça-t-il en pointant du doigt une direction précise. Notre campement se trouve à environ 2 lieues dans cette direction. Avant de quitter leur abri de fortune, Björn observa longuement l'endroit où ils avaient passé cette nuit mémorable. Son regard exprimait cette solennité particulière de celui qui sait qu'il vient de vivre un moment qui marquera le reste de son existence. Dans cette fosse creusée dans la neige, 4 hommes avaient découvert une vérité fondamentale sur la condition humaine. Nos ancêtres disaient que ceux qui survivent ensemble aux épreuves extrêmes deviennent plus que des frères d'armes, murmura-t-il. Ils deviennent les gardiens d'un secret commun qui les lie pour l'éternité. Eric sentit la justesse de ces paroles résonner profondément en lui. Cette nuit avait créé entre eux des liens d'une nature particulière, forgés dans la nécessité absolue de survivre ensemble. Il savait qu'il regarderait désormais Magnus, Björn et Olaf avec des yeux différents, non plus simplement comme des compagnons d'expédition, mais comme des hommes avec qui il avait partagé l'expérience ultime de la vulnérabilité humaine. Le voyage de retour se déroula dans un silence contemplatif. Leurs pas s'enfonçaient dans la neige fraîche avec des crissements réguliers qui rythmaient leur progression vers la sécurité du campement. Chacun semblait perdu dans ses propres réflexions sur ce qu'il venait de vivre, sur la manière dont cette expérience allait influencer le reste de leur existence. Quand ils aperçurent enfin les fumées de leur campement, de bas au loin, Eric ressentit un mélange de soulagement et de nostalgie étrange. Il était heureux de retrouver la chaleur et le confort de la civilisation, mais il savait aussi qu'une partie de lui était restée dans cette fosse creusée dans la neige, dans cette intimité forcée qui avait révélé des aspects de lui-même qu'il n'avait jamais soupçonnés. Au campement, leurs compagnons les accueillirent
avec des exclamations de joie et de soulagement. La tempête les avait inquiétés, et ils avaient craint le pire en ne voyant pas revenir l'équipe de reconnaissance. Mais Eric, Magnus, Bjorn et Olaf échangèrent simplement des regards entendus, sachant qu'ils ne pourraient jamais vraiment expliquer ce qu'ils avaient vécu. Cette nuit-là, assis autour du feu central du campement, Eric observait ses compagnons d'épreuve. Ils semblaient tous différents, marqués par cette expérience commune qui les avait transformés de manière subtile mais définitive. Ils comprenaient maintenant pourquoi certains secrets se transmettaient ainsi, dans le silence et la discrétion, de génération en génération. Des années plus tard, quand Eric serait devenu lui-même un chef expérimenté, il transmettrait à son tour cette connaissance à des hommes plus jeunes, confrontés à des situations similaires. Il leur expliquerait que la survie ne concerne pas seulement la préservation du corps, mais aussi la capacité à transcender les barrières que la société érige entre les individus. Car cette technique ancestrale des Vikings ne se résumait pas à une simple méthode de réchauffement corporel. Elle représentait une philosophie profonde de la survie humaine, basée sur l'acceptation que, face à la mort imminente, toutes les conventions sociales deviennent secondaires par rapport à l'impératif fondamental de préserver la vie. Dans les fjords glacés de Norvège, cette sagesse continuait de se transmettre en secret, portée par des hommes qui avaient appris que parfois, pour rester humain, il faut d'abord accepter de redevenir animal, et que dans cette acceptation se cachait peut-être la plus grande leçon de courage qu'un guerrier viking puisse recevoir de ses ancêtres. Le feu crépitait doucement dans la nuit claire, témoin silencieux de cette vérité éternelle. Quand la mort vient frapper, seuls survivent ceux qui savent abandonner leur orgueil pour embrasser la sagesse primitive de leurs aïeux.